je crois que ça permet de revenir un peu sur ce qu'a dit Carlo, sur la question de la souveraineté alimentaire. C'est vrai que la spécificité de l'agriculture, c'est de nourrir les habitants de la planète et en commençant le plus près possible des fermes. Ça, c'est la première réalité. Donc, c'est vrai que l'agriculture n'a pas une fonction, on va dire, marchande au premier titre. C'est d'abord une fonction d'alimenter les gens. Et si on regarde les chiffres au niveau international, on se rend compte qu'il n'y a que 10% des produits agricoles qui circulent d'un continent à un autre, en dehors, y compris les produits tropicaux, donc on ne peut pas produire par exemple ici, ça fait que 10% de la production agricole. Donc c'est très faible. 90% des produits agricoles sont consommés là où ils sont produits, et 75% de ces 90% dans un rayon de moins de 80 km du lieu de production. Ça, c'est la réalité mondiale. Donc on voit bien que la première chose que doit faire l'agriculture, c'est d'alimenter les gens là où ils habitent. Donc ça, je crois que... Et c'est ça là-dessus qu'on peut effectivement avancer le concept international de souveraineté alimentaire. Mais pour ça, il faut faire reconnaître d'abord ce concept devant les Nations Unies. Et ça, je crois que c'est une bataille fondamentale qui a été commencée par les organisations paysannes, dont Via Campesina au niveau international, qui est de faire reconnaître la souveraineté alimentaire comme un droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît le droit à l'alimentation, qui est reconnu au niveau international. Mais il faut qu'au droit à l'alimentation soit reconnu en plus le droit à la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit de produire sa propre alimentation. À partir du moment où on reconnaît ce droit comme un droit fondamental dans le pacte économique, social et culturel, on peut imposer ce droit dans l'ensemble des traités économiques. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais le fait de reconnaître ce droit est central, et c'est pour ça que le travail que fait le rapporteur des Nations Unies de Scuter, qui est aujourd'hui le rapporteur sur l'alimentation au niveau des Nations Unies, est un travail fondamental qui va dans ce sens de légitimer le droit à la souveraineté alimentaire et le droit des communautés paysannes. Parce que c'est vrai que ce qu'on oublie souvent, ce sont les communautés paysannes qui sont au cœur du processus. Si les communautés paysannes ne sont pas en capacité de prendre leur destin en main et d'imposer les règles, eh bien effectivement, les consommateurs ne pourront rien faire. Donc, au cœur du dispositif, il y a d'abord les paysans. Et je crois que c'est vraiment une question centrale, indispensable à rappeler. Alors, sur la question, ensuite, économique, est-ce qu'aujourd'hui, comment fonctionne la logique du marché? Moi, je crois que, tout à l'heure, quand je disais il ne faut pas que les paysans puissent vendre en dessous de leur coût de production, je crois que c'est quelque chose de central. Parce qu'aujourd'hui, ne pas reconnaître aux paysans sa réalité économique, au même titre que sa réalité sociale et sa réalité territoriale, aujourd'hui, on ne reconnaît pas sa capacité économique. Et donc, le fait de reconnaître qu'aujourd'hui, un paysan doit être payé en fonction de ses coûts de production est une question centrale. Et c'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des transformateurs et vis-à-vis de la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a une très grande différence dans la chaîne alimentaire entre le paysan d'un côté, les transformateurs et la grande distribution. Et que la plus-value de la chaîne alimentaire est captée par les transformateurs et la grande distribution. Il y a d'ailleurs même une étude qui est parue, qui a été publiée par la Commission européenne, qui montre qu'entre 1995 et aujourd'hui, la part qui revient aux agriculteurs dans la chaîne alimentaire est passée de 31% à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 11 points de plus-value qui a été capté par les transformateurs et par la grande distribution. Donc on voit que là, aujourd'hui, on a un problème. Et si on veut, aujourd'hui, être capable de rétablir cette répartition de la plus-value ou même de l'améliorer au-delà de 31%, il faut des règles. Il va falloir des règles de transparence. Obliger les firmes à mettre les chiffres sur la table. Comment aujourd'hui ils sont capables de tricher et de ne pas donner la vérité? Donc comment on crée le rapport de force entre les paysans et les transformateurs? Or aujourd'hui on voit dans le secteur laitier avec la réforme qui est proposée du secteur laitier que c'est une catastrophe totale.
On est en train de proposer aux agriculteurs de signer des contrats avec les entreprises, et c'est les entreprises qui vont fixer. Il n'y a pas de rapport de force. Si les producteurs ne sont pas capables de maîtriser les volumes et de dire si le prix n'est pas correct, eh bien nous, on ne vous vend pas le lait, on va le vendre à quelqu'un d'autre, ça doit être collectif. Donc il faut permettre par le droit d'organiser ces rapports de force. C'est pour ça que je crois que la question de la rémunération des agriculteurs ou du prix juste, c'est à la fois, ça doit se régler au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Donc moi je ne vais pas opposer, je ne suis pas pour qu'on oppose les différents mouvements qui sont en train de se mettre en place. Parce qu'il y a tout un développement des marchés locaux. En France, ce sont les AMAP, ailleurs, ce sont d'autres modes de vente directe. Ça fait partie, c'est fondamental, comme étant l'élaboration concrète aujourd'hui, sans attendre la transformation de la politique, et c'est indispensable, et ça permet en même temps de créer d'autres rapports de force. Ça, c'est le premier élément. Mais en même temps, il faut qu'on ait des règles, parce que tous les paysans ne sont pas en vente directe. Et donc, si on attend que tous les agriculteurs soient en vente directe, demain, il n'y aura plus d'agriculteurs, parce que je rappelle qu'un chiffre qui montre l'urgence sociale du problème, c'est qu'il y a une exploitation agricole qui disparaît toutes les 3 minutes en Europe. Une exploitation agricole disparaît toutes les 3 minutes. C'est donc qu'il y a un processus qui est en train d'avancer à une très grande vitesse. Et notamment, je pense actuellement dans les nouveaux pays de l'Est, dans les nouveaux pays rentrants qui sont à l'Est. Hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions d'exploitations agricoles en Europe. À peu près 15 millions et demi. Sur ces 15 millions et demi, il y en a 12 millions qui ont moins de 5 hectares. C'est ça-là qui sont menacés clairement aujourd'hui. De disparition totalement. Totalement. Donc là, on a un véritable enjeu. C'est pour ça que là, il faut qu'on ait un système qui permette à la fois de reconnaître le droit de ces petites exploitations et en même temps des capacités de créer des outils qui obligent la transformation et la grande distribution. Et quand je vois ce qui est en train de se passer dans le secteur laitier avec le rachat de Parmalat par Lactalis, c'est la création du premier groupe mondial laitier. Parmalat, c'était des crapules, mais Lactalis, c'est aussi des crapules. Les deux ensemble, ça va faire des super crapules. Hein. Ça, on sait ça. Hein. Et donc, on sait très bien que le système est un système là, qui est un système capitaliste. Comment on mène cette bataille? Là, ça veut dire qu'il faut d'abord que les citoyens soient là pour renforcer les organisations paysannes. C'est-à-dire que moi, je crois que la première action collective des citoyens, des différentes associations, organisations, c'est de dire, dans le débat aujourd'hui, il faut qu'on renforce la légitimité des paysans à défendre collectivement leurs revendications et leur droit de vivre de leur travail. Ça, je crois que c'est vraiment important. Parce que si on ne le fait pas, effectivement, sur quoi on s'appuie? Puis deuxièmement, c'est créer ces réseaux économiques qui sont, comme je le disais, des vrais laboratoires. C'est vrai qu'en Italie, vous avez avancé beaucoup plus vite qu'en France ou dans d'autres pays, par exemple, sur la distribution de produits d'agriculture biologique dans la restauration des écoles et des choses comme ça. C'est vrai qu'en Italie, vous l'avez fait de manière très décentralisée et très forte, et ça a un poids économique pour les petits paysans. Ça, c'est très important. Mais il faut maintenant qu'on soit en capacité aussi de toucher la restauration collective, privée. Comment est-ce qu'on va faire pour faire plier Sodexo, par exemple? C'est ça le problème. C'est que Sodexo, aujourd'hui, c'est la 7e entreprise européenne en nombre de salariés. 7e entreprise européenne. C'est pas simplement dans l'agroalimentaire, c'est au niveau... Hein, aujourd'hui, on retrouve Sodexo partout, y compris au Parlement européen, mais on les trouve en Afghanistan ou sur les bases américaines en Irak. C'est eux qui nourrissent. Hein? Donc, et c'est un modèle agricole, c'est un modèle de distribution. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec Sodexo? On élimine Sodexo ou on oblige Sodexo à se plier aux règles? Est-ce qu'on impose des règles à Sodexo de dire ben, vous n'avez pas tel marché si vous ne vous approvisionnez pas localement et si vous ne passez pas des contrats avec les agriculteurs collectivement et pas individuellement pour prendre... Voilà, alors, on va me dire que je suis réformiste aujourd'hui. Mais je crois que je le suis aussi. C'est-à-dire que je suis radical sur le projet, je suis pour ça que je suis d'accord avec Carlo sur le projet et sur le fond. Mais maintenant, de manière pragmatique, comment on avance? Et moi, c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est comment on gagne des batailles.
Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas être simplement dos au mur et défendre simplement une image idyllique de l'agriculture qu'on veut. Il faut qu'on soit en capacité d'apporter les transformations réelles qui montrent qu'on peut renverser cette histoire. Alors la solidarité internationale aussi est fondamentale, et c'est pour ça que les autres combats paysans dans le monde sont essentiels, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique du Sud, tout le travail que fait Evo Morales sur la redistribution des terres, tout ça, ça fait partie de ce combat-là. Mais il faut qu'on soit en capacité de faire en permanence ce lien entre les paysans, les organisations de citoyens, de consommateurs, les organisations de solidarité internationale Nord-Sud. Il faut que ça fasse une coalition où chacun, avec sa spécificité, est capable de renforcer les autres mouvements. Et je crois qu'on est arrivé à ce stade d'urgence aujourd'hui, où on ne peut plus se payer le luxe d'être chacun dans son coin, et y compris entre la société civile, les paysans, mais aussi, on dira, les politiques qui veulent aussi changer ça. Parce que le plus grand frein qu'on a aujourd'hui, je m'arrête avec ça, le plus grand frein au niveau politique, c'est à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur des pays. C'était dans le Conseil, aujourd'hui, des ministres de l'agriculture européens, la réforme de Ciolos n'est pas acceptée. Le plafonnement des aides n'est pas accepté. La redistribution vers les petits agriculteurs n'est pas acceptée par la majorité des ministres de l'agriculture. Et si on va dans le Parlement, eh bien on s'aperçoit que la proposition de Ciolos n'est pas acceptée non plus. Hein, aussi bien par le PPE, la droite, que par les sociaux-démocrates en grande partie, notamment italiens. Donc ça va, quoi. Aujourd'hui, il faut mettre les politiques devant leurs responsabilités. Et moi, je suis pour qu'on mène des campagnes, pour que les politiques, on puisse dire non, non, monsieur Untel ne veut pas aller, et qu'on fasse des dénonciations claires des politiques. Ce n'est pas simplement global. Hein. Vous avez une charge, vous avez été élu, par exemple, au Parlement européen. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous défendez? Tel jour, vous avez voté contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Il faut dénoncer, ça fait partie du suivi aussi citoyen. Parce que si on veut être capable de mobiliser les gens, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et que le combat, il n'est pas toujours à l'extérieur, il est très concret avec des hommes et des femmes qui portent des politiques.